Bonjour à tous. Alors dans ce chapitre, nous allons étudier les composés oxygénés et leurs usages. Observons tout d'abord différentes molécules de la vie quotidienne. Ici tout d'abord l'alcool éthylique qu'on appelle aussi l'éthanol, qui est l'alcool contenu dans les boissons alcoolisées. Ensuite l'acide acétique qu'on appelle aussi l'acide éthanoïque, qui est le vinaigre. L'éthylène glycol, qui est le produit qu'on va retrouver dans les antigels des radiateurs de voiture. Le formiate d'éthyle, qu'on appelle aussi le méthanoate d'éthyle, qui est responsable de l'odeur de rhum. L'acide butyrique, qu'on va retrouver dans le parmesan par exemple, mais qui va donner aussi une odeur désagréable au beurre rance. Et enfin, le butyrate d'éthyle, qu'on appelle aussi le butanoate d'éthyle, qui donne une odeur d'ananas. Essayons de retrouver différents points communs entre ces différentes molécules. Notons tout d'abord la présence des différents oxygènes de ces composés oxygénés. Nous repérons dans l'alcool éthylique et dans l'éthylène glycol la présence d'un groupement OH. Dans l'acide acétique et l'acide butyrique, la présence d'un groupement COOH. Et dans le formiate d'éthyle et le butyrate d'éthyle, la présence d'un groupement COO avec deux radicaux. OH est la fonction alcool, COOH est la fonction acide carboxylique et la fonction COO avec deux chaînes carbonées à gauche et à droite est la fonction ester. Et vous voyez ici les molécules qui correspondent à ces trois fonctions oxygénées. Commençons par la famille des alcools. Le groupement fonctionnel de l'alcool est donc toujours le groupement OH qui est positionné sur un carbone. Alors si ce groupement OH est positionné sur un carbone qui lui-même n'est lié qu'à un seul autre carbone, on va appeler ce groupement alcool un alcool primaire. Si ce groupement OH est positionné sur un carbone qui est lui-même lié à deux autres carbones, on va dire que ce groupement est secondaire. Et enfin, si ce groupement OH est positionné sur un carbone qui est lui-même lié à trois autres carbones, on va dire que cet alcool est tertiaire. Au niveau de la nomenclature des alcools, on va chaque fois partir de la nomenclature des alcanes sur lesquels sont positionnés ces alcools. Donc on va nommer la chaîne principale de l'alcane. On va ensuite repérer le groupement alcool ainsi que sa position et on ajoutera à la fin du nom le suffixe OL avec la position du groupement alcool. Et alors s'il y a deux alcools, on met di, s'il y en a trois, on met tri, etc. Alors dans cette molécule ici, on voit qu'on a du propane, on retire le E. On voit que sur le premier carbone, on a une position alcool et donc on va appeler ça le propane 1-ol. Dans ce deuxième exemple, on voit qu'on a 4 carbones, c'est donc une molécule de butane sur laquelle on a la présence de deux groupements alcool, position 1 et 3, qu'on va appeler donc du butane 1,3-diol. En ce qui concerne les propriétés des alcools, nous pouvons noter que la température d'ébullition des alcools est bien plus élevée que l'alcane qui a une masse moléculaire un peu similaire qui correspond. Par exemple, l'éthane, CH3CH3, a une masse molaire qui est de 30 g par mol. Le méthanol, CH3OH, a une masse molaire qui est de 32 g par mol. Eh bien, l'éthanol va avoir une température d'ébullition beaucoup plus élevée. Et en fait, c'est dû à la présence des ponts hydrogènes, dû à la présence de l'oxygène très électronégatif, qui vont faire qu'il y a beaucoup de liaisons à casser avant de pouvoir faire bouillir ce composé. Alors la deuxième propriété qu'on peut noter, c'est que les trois premiers alcools sont très solubles dans l'eau. Et les trois premiers alcools, c'est méthanol, éthanol et propane 1-ol. Au niveau des usages des alcools, nous allons noter certains usages. Le premier, c'est que les alcools sont des solvants. Par exemple, l'éthanol est un solvant polaire qui est très miscible aussi bien dans l'eau que dans différents solvants organiques. Alors, la partie polaire de l'éthanol, c'est la partie qui contient le groupement OH, va pouvoir dissoudre des petites quantités de composés ioniques, comme par exemple de la soude, etc. Et la partie non polaire, c'est la partie avec la chaîne radicale, va pouvoir dissoudre des substances qui sont non solubles dans l'eau, comme par exemple des huiles essentielles, des parfums, etc. Un autre rôle des alcools, c'est la conservation des aliments.
on a déjà souvent vu des fruits qui sont conservés dans de l'alcool, dans de l'eau de vie. Et puis au niveau des médicaments, eh bien sûr les désinfectants. La deuxième grande famille qu'on va étudier au niveau des composés oxygénés, ce sont les acides carboxyliques. Le groupement fonctionnel d'un acide carboxylique, c'est bien le COOH. Comme ce carbone est toujours positionné en bout de chaîne, on n'aura jamais qu'un seul acide sur une chaîne, parfois deux quand il y en a un de chaque côté. La nomenclature des acides carboxyliques va toujours être comme la suivante. On aura un acide et puis le nom de la chaîne principale et on termine par oïque. On voit donc qu'on a de l'acide méthanoïque. Ici, on a 4 carbones, donc c'est une chaîne de butane, on va appeler ça de l'acide butanoïque. Et puis ici, on voit qu'on a une chaîne avec 3 carbones, du propane, sur lequel on a 2 acides, et donc on va appeler ça de l'acide propane-dioïque. Les propriétés des acides carboxyliques sont assez similaires aux propriétés des acides qu'on va retrouver dans la nomenclature minérale. Et on verra qu'au niveau acido-basique, ces acides se comportent comme les autres acides. Au niveau des usages, les acides carboxyliques peuvent être utilisés comme solvants. Donc c'est un solvant polaire qui peut dissoudre des sels inorganiques, donc c'est les sels minéraux, des sucres, et aussi des composés organiques comme des huiles, etc. On peut penser au vinaigre qui peut dissoudre facilement l'huile pour faire des vinaigrettes par exemple. Au niveau des conservateurs, on peut retrouver les cornichons au vinaigre, etc. On va retrouver aussi des acides carboxyliques dans les herbicides. Alors on notera le assez célèbre glyphosate qui a été maintenant interdit. Et enfin, au niveau des médicaments, l'acide salicylique a été transformé en acide acétylsalicylique et il est très connu pour être de l'aspirine. La dernière famille des composés oxygénés que nous étudierons est la famille des esters. Le groupement fonctionnel d'un ester, c'est toujours une fonction COO à laquelle est relié un radical du côté gauche et un radical du côté droit, c'est-à-dire des chaînes avec du carbone et de l'hydrogène. Alors on démarre toujours la nomenclature à partir de l'acide qui correspond, qui serait l'acide R1COH, auquel on va dériver le nom oïque et on va changer, on va mettre OAT. Et ensuite, on terminera par le nom du groupement alkyle. Alors ici, on a par exemple de l'acide éthanoïque. À droite, on va avoir de l'éthanoate de méthyle, qui est le groupement accroché à ce radical éthanoate. Alors, autre exemple, nous avons ici l'acide propanoïque avec 3 carbones. Et puis ici à droite, on a donc du propanoate, 3 carbones, et le groupement alkyle qui est l'éthyle, ça va faire du propanoate d'éthyle. Au niveau des usages des esters, on retrouve les esters dans toutes les molécules aromatiques et les parfums de synthèse, qui sont surtout utilisés dans l'industrie alimentaire, par exemple pour donner un goût ou un parfum à des yaourts ou des aliments. Au niveau des solvants, on peut retrouver des esters dans les substances qui vont dissoudre les vernis, les colles, etc. Et enfin, au niveau des médicaments, on va retrouver certains composants dans les pommades. Voilà qui finit le chapitre. À vous de jouer!